Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je vais continuer ma série de vidéos concernant donc les opérations clandestines que peuvent mener les services secrets et je vais commencer par aborder ceci, tout ce qui est propagande, contre-propagande et guerre de l'information. Je commence. Premier cas, Radio Free Europe, donc pendant la guerre froide, c'est donc une station radio qui est située en Allemagne de l'Ouest et dont les ondes vont jusqu'en Europe de l'Est. Et celle-ci est littéralement donc financée par le gouvernement américain et la CIA. Cette affiche donc nous dit en anglais: ne la laisse pas grandir sans connaître la vérité. Maintenant tu vas connaître la vérité et la liberté derrière le rideau de fer. Et dans le petit encadré, on nous dit que sans prôner ouvertement la rébellion, Radio Free Europe diffusait des idées démocratiques. Donc là, une opération d'information à l'encontre donc des peuples d'Europe de l'Est. Par exemple, pendant le printemps de Prague en 1968, on sait que les rebelles tchèques écoutaient Radio Free Europe. Autre opération qui n'est pas tout à fait de la propagande, qui est plutôt une opération d'information, de communication, le dessin animé La ferme des animaux. Alors c'est tiré d'un livre de George Orwell. George Orwell, qui sait ce que c'est que le communisme, parce qu'il a vu le NKVD à l'œuvre pendant la guerre d'Espagne, dans les années 30, donc il sait de quoi il parle. Mais donc on a là un dessin animé qui est réalisé par Walt Disney, qui est là aussi financé par la CIA, et cette œuvre, très intéressante, est quand même une œuvre anti-russe, anti-révolution de 1917, anti-communiste. D'accord ? Donc les services secrets, de cette manière-là, peuvent mener des opérations de propagande ou d'information ou de désinformation. D'accord ? J'ai vu également des documents comme quoi le KGB finançait des éditeurs ou des libraires qui étaient acquis à la cause communiste. D'accord ? Ensuite, autre cas, le soutien financier et militaire. Je vais m'appuyer donc sur une carte de cet ouvrage qui est assez précis et récent, qui concerne la guerre civile grecque, dont on ne connaît pas trop en France. On se souvient plutôt, comme je disais précédemment, coup de Prague, printemps de Prague, crise de Berlin, mais pas trop cette guerre, ce conflit de la guerre froide. Alors, en gros, en Grèce, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez des résistants communistes qui s'opposent à des résistants royalistes. Et là, les Anglais et les Américains vont faire du soutien. D'accord ? Alors, c'est indiqué ici par ces deux carrés. Les Américains ont fourni une aide en 1947 qui est à la hauteur donc de 300 millions de dollars. Les Britanniques, de 45 à 46, une aide de 100 millions de dollars du côté du gouvernement grec, des royalistes grecs. Et de l'autre côté, on voit que la Bulgarie et la Yougoslavie, qui étaient communistes, ont fait également du soutien politico-militaire. Ils avaient donc des bases d'entraînement et de ravitaillement qui étaient de l'autre côté de la frontière et qui fournissaient de précieux flux de ravitaillement aux communistes durant cette guerre civile. Donc des deux côtés, il y a eu ces opérations de soutien politico-militaire, de soutien financier. Lorsqu'on ne livre pas des valises de dollars, on livre des armes. C'est ce qui est représenté donc dans cette bande dessinée, dont je vous indiquerai la référence tout de suite après. On est donc dans un pays imaginaire d'Amérique centrale, le Managa, qui pourrait être à la limite le Nicaragua. Et à droite, donc, on a un personnage qui livre une belle valise de dollars à un général du pays en question pour qu'il fasse un coup d'État. D'accord ? Donc, des images très symboliques de ces opérations clandestines. Autre cas, donc la livraison d'armes, représentée par une deuxième bande dessinée. On nous dit des agences qui continuaient à avoir un besoin désespéré d'argent pour financer des opérations tordues de stabilisation et de déstabilisation. Avec un bateau qui livre des caisses d'armes et puis un hélicoptère russe qu'on livre lui aussi, avec des mortiers à droite, si vous regardez bien. Donc les bandes dessinées que j'ai empruntées, c'est celle-ci, donc Bogdani de Francis Berguez et Jean-Michel Charlier, et Alpha de Gigounov et Mythique, qui évoquaient très bien ces questions du soutien financier et militaire. Ça, c'est quelque chose qu'un service secret peut faire. D'ailleurs, la France a beaucoup fait en Afrique, en utilisant notamment des mercenaires, tel le célèbre Bob Denard.
On a ensuite les coups d'État et les opérations de déstabilisation. Donc là, c'est un cran au-dessus du soutien politique, financier et militaire. On passe à la vitesse supérieure, si vous préférez. Une des opérations les plus célèbres, une opération donc prouvée, connue, démontrée, détaillée, c'est l'opération Ajax, qui a eu lieu en 1953, quand le MI6 britannique et la CIA ont renversé donc ce personnage, Mossadegh, qui était le premier ministre socialiste du pays, qui a commis le péché de nationaliser le pétrole de son pays. Donc évidemment, les Anglais sont furieux face à cette opération. Donc ils vont renverser ce premier ministre en utilisant plusieurs méthodes combinées. D'abord, la CIA, conjointement avec le MI6, vont réunir les opposants à Mossadegh. Il va y avoir la création d'un comité pour la sauvegarde de la patrie qui va regrouper pas mal d'officiers et de militaires. Ensuite, ils ont boycotté le pétrole iranien, ce qui a créé une situation de crise économique. Surtout que Mossadegh a nationalisé une raffinerie importante à Abadan, mais le gouvernement n'a pas le savoir-faire pour la faire fonctionner, donc ça crée du chômage dans le pays. Et puis au niveau des prix, de l'inflation, ça va mal dans le pays. Ensuite, ils ont fait de la propagande. Donc il y a un des livres que j'ai sur les services secrets dit même qu'ils ont fait de la propagande en traitant Mossadegh de juif, alors qu'il est absolument pas juif. Et dans un pays musulman, évidemment, ce genre d'insulte gratuite, ça fait du dégât. Ça discrédite tout de suite la personne. Ensuite, la CIA a organisé des manifestations et des émeutes. Ils ont clairement payé des agitateurs pour entraîner des mouvements de foule. Et dès que je vous dis qu'ils ont payé ces agitateurs, la CIA a débloqué plus de 10 millions de dollars dans cette opération. C'est le chiffre que cite Rémi Cofford, sachant que c'est pas tout à fait le bon chiffre, il y a eu des versements ultérieurs. D'accord ? La CIA, pour réussir son coup d'État, va s'appuyer sur son agent de terrain, Kim Roosevelt. Excusez-moi pour la faute d'orthographe, c'est Roosevelt. C'est le cousin de Franklin Delano Roosevelt, le président américain de la Seconde Guerre mondiale, et le petit-fils de Theodore Roosevelt, président américain des années 1900-1910. D'accord ? La première décennie. Et la CIA va s'appuyer sur un militaire iranien, le général Zaidi, qui est le ministre de l'Intérieur à l'époque, et c'est lui qui va faire le coup d'État pour le compte de la CIA. Alors pour être précis, il va faire le coup d'État pour le compte du Shah d'Iran, mais c'est le général Zaidi qui aura l'essentiel du pouvoir. Alors en fouillant le web, je suis tombé sur des archives intéressantes, là, des archives de la NSA, qui évoquent ce coup d'État. Donc pour le 19 août 1953, des démonstrations de force qui ont lieu sur des lieux de pouvoir en fait. Alors je les connais pas particulièrement, mais on évoque donc des bandes of ruffians, donc des agitateurs et puis des gens peu recommandables, des voyous qui ont fait ces démonstrations de force. Et qui sont même allés, si vous regardez en bas à gauche, on mentionne la maison de Mossadegh. Donc ils ont fait des démonstrations de force jusque sous les murs du domicile de Mossadegh. D'accord ? Ensuite, un peu plus tard, des démonstrations de force, on passe à des coups de force, à des cibles politiques qui sont occupées ou qui sont brûlées. Donc on voit qu'ils occupent le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Propagande. Brûlés, pareil. On a donc des sièges de partis qui sont brûlés, des partis opposés au camp des putschistes, évidemment. Troisième étape, donc l'intervention des militaires. Donc on mentionne à droite 24 tanks qui interviennent avec l'accord du Shah, avec l'accord du général Zaidi, la première brigade blindée et la troisième brigade d'infanterie de montagne. Ils interviennent toujours pareil sur ces lieux de pouvoir. Et dernière étape, ils vont donc en direction pareil de la maison de Mossadegh. Mossadegh s'enfuit, il s'empare du siège de la radio de Téhéran pour diffuser un message politique. Zaidi s'adresse à la nation en disant que
les militaires mènent une opération pour amener la paix dans le pays, hein, soi-disant amener la paix dans le pays, en fait pour renverser le gouvernement et déposer Mossadegh qui plus tard sera arrêté et jugé. D'accord. Donc là vous avez un bon exemple de coup d'État. Hein, je veux dire, là il ne s'agit pas de théorie complotiste, hein, c'est vraiment des sources très sérieuses qui vont toutes dans le même sens. Et parfois les services secrets organisent donc des véritables putschs. Cependant, n'oubliez pas quand même que le but d'un service d'espionnage, eh ben, en priorité, c'est l'acquisition du renseignement. La priorité numéro 1, c'est l'espionnage. D'accord. Merci pour votre écoute et à bientôt.